Et je vous propose de passer tout de suite à l'exposé suivant, qui sera donné par Hervé Glazel, intitulé « Les difficultés de l'enfant à l'école, l'apport des sciences cognitives ». Et pour introduire Hervé Glazel, je mentionnerai qu'il a un parcours tout à fait original. Issu de l'école polytechnique et passé par la banque, il a changé de métier, ce qui est fort heureux pour nous. Et il est devenu neuropsychologue. Il est venu se former au laboratoire avec nous. Et il est retourné dans le monde de l'éducation pour fonder une série d'écoles, les écoles Sérène, qui sont dédiées entièrement aux enfants en difficulté, avec l'idée justement de les faire raccrocher. C'est de cela dont il va nous parler. Merci Hervé. Merci infiniment Stanislas. Merci infiniment de m'avoir invité à ce congrès donc neurosciences et éducation. Si mon ordinateur s'allumait, ce serait mieux. Voilà. En effet, j'inscris en fait mon action au confluent de ces deux domaines, des neurosciences et de l'éducation, dans des pratiques professionnelles variées, puisque dans ma pratique de neuropsychologue clinicien, je fais des dépistages pour des enfants justement à risque de troubles des apprentissages ou qui réellement ont des troubles d'apprentissage, et effectivement l'organisation d'écoles qui accueillent des enfants qui ont ce type de difficultés. Donc, quelques chiffres pour mettre en perspective un peu tout ça. Je vais prendre un peu de hauteur par rapport à Joe Ziegler. Ça sera un petit peu moins technique et un peu plus macro, ce que je vais vous raconter maintenant. Voyons bien, si vous voulez, que dans l'éducation, ce sont les chiffres éducation nationale, 15 à 20% des enfants sont en échec scolaire. C'est-à-dire qu'ils vont sortir du système éducatif sans qualification formelle. On sait à quel point ça peut être pénalisant pour la suite de la vie sociale et professionnelle de la personne. Les causes en sont multiples. Évidemment, les troubles d'apprentissage n'en sont pas la cause unique. On peut parler de contexte, d'éléments de contexte familial ou culturel, des troubles émotionnels, des syndromes d'anxiété, des phobies, des troubles du comportement, des problèmes d'adaptation scolaire et ces fameux troubles des apprentissages qu'on traduit parfois aussi troubles 10, et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc 15 à 20%, ça veut dire un enfant sur 5 risque de sortir du système sans qualification. Évidemment, tous les enfants qui présentent des troubles des apprentissages ne vont pas tomber dans la fatalité de l'échec, et tout l'échec ne se résume pas aux troubles des apprentissages. Cependant, les chiffres là aussi sont très parlants, 5 à 10%, quel que soit le type d'analyse ou de méta-analyse, 5 à 10% des enfants présentent donc des troubles d'apprentissage. C'est ce que l'inspecteur d'académie Ringard, en l'an 2000, a analysé comme un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que quand il y a 2 à 3 enfants par classe et 500 000 enfants dans le système qui ont des troubles d'apprentissage, c'est effectivement extrêmement pénalisant. Une statistique que je viens de découvrir avec stupéfaction dans une analyse de l'ADEPE de l'Éducation nationale, une analyse de 2003, un enfant de CP qui va redoubler aura une chance sur 10 d'avoir son bac général et 50% de chance d'être en échec scolaire, donc de sortir sans diplôme. C'est dire à quel point, si vous voulez, le dépistage précoce, quand cet échec ou cette difficulté est due à trop d'apprentissage, est critique. Alors, ce qui me paraît très important, c'est que l'on parle beaucoup de sciences cognitives, et je vais essayer en fait de revenir peut-être un tout petit peu en amont sur ce dont on parle. C'est vrai que les sciences cognitives sont d'un apport inestimable, décisif pour la lecture de ces troubles spécifiques des apprentissages. L'apport décisif est dû à au moins deux facteurs. D'abord, cela donne en fait des modèles et des concepts pour dépister ces troubles, de pouvoir mieux les comprendre, de pouvoir mieux les identifier, et évidemment de donner des solutions en fait afin de prendre en charge ces troubles spécifiques des apprentissages. Quelque chose, alors vous avez beaucoup entendu le mot cognition, sciences cognitives, et peut-être que certains d'entre vous, ça reste encore assez vague. Les sciences cognitives, ce sont les sciences du cerveau, au sens du cerveau, outil de traitement de l'information. Et ça, je pense que tous les enseignants ici, ou toutes les personnes en charge donc d'un processus pédagogique, devraient pouvoir s'approprier simplement cette notion de traitement de l'information que je vais décrire un peu plus longuement. Il est essentiel aussi de savoir qu'on s'appuie sur des connaissances maintenant validées. Un enseignant est d'autant plus à l'aise, si vous voulez, pour appliquer un certain nombre de méthodes ou de concepts s'il les sent fondés et qu'il les a, assimilés. Je le vois dans les écoles que j'anime, des professeurs qui ont tenté, expérimenté eux-mêmes sur la base en fait, de concepts qu'on leur a transmis, sont effectivement bien plus à l'aise et bien plus efficaces, au bout du compte, dans leur mission pédagogique.
Donc ces modèles permettent de penser les étapes, c'est-à-dire que chaque traitement, il y a peu de traitements, si vous voulez, extrêmement simples. Chaque traitement cognitif nécessite une cascade en fait, d'étapes de traitement. De détecter aussi là où les étapes où ça va coincer, c'est essentiel, et c'est là où je vais revenir sur la spécificité des troubles d'apprentissage. Ce n'est pas forcément que l'enfant est incapable de tout faire, mais qu'il n'est pas capable de faire, ou que telle tâche est en échec, parce qu'une seule étape, éventuellement, est en échec. Et enfin, donc, ça la permet d'intervenir. Et l'intervention, je pense que c'est la préoccupation de beaucoup d'entre vous. C'est ce pont qu'on est en train d'essayer de créer entre sciences cognitives et éducation. Alors, j'ai parlé en fait de traitement de l'information, et voici un modèle très simplifié. Je dirais un modèle facilement transportable pour l'enseignant, qui donc traite du traitement de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Ça veut dire que quand l'enseignant en fait évoque une notion, d'accord, où il va offrir une information d'entrée à l'enfant. Et cette information d'entrée, elle peut être de multiples natures, une information de type langagière, une information de type visuel, par exemple dans la lecture, une information sociale, une information émotionnelle, une information proprioceptive. Bref, l'enfant, en fait, va être plongé dans un bain d'informations, il va avoir des informations qui vont entrer. L'enseignant peut à chaque instant s'interroger quel type d'information suis-je en train, en fait, de proposer à l'enfant. Ensuite, c'est la mission en fait, des sciences cognitives de pouvoir déterminer cette cascade des traitements qui vont transformer ces informations d'entrée et qui vont permettre à l'enfant de préparer donc, une réponse. Là aussi, grande variété des réponses demandées et toujours en fait, une interrogation pédagogique. Quel type de réponse suis-je en train de demander à l'élève qui peut éventuellement le mettre en situation d'échec ? Cette réponse peut être motrice, praxique, par exemple dans l'écriture, peut être langagière, peut être là aussi social, émotionnel, etc. Tout ce qui est de l'ordre des informations cognitives. Alors, un tout petit exercice pour voir à quel point ça peut être en fait précieux pour l'enseignant. On parle beaucoup, si vous voulez, du cerveau de l'enfant et qu'il faut explicitement focaliser l'attention de l'enfant sur ce qui est pertinent, mais essayons aussi de s'assurer que l'enseignant puisse explicitement focaliser sa propre attention sur, si vous voulez, les cascades de traitement qui vont être demandées à l'enfant. Poser et résoudre une opération, une addition. 25 plus 8, ça fait combien? D'accord. L'enseignant dit, prenez vos cahiers et posez 25 plus 8, ça fait combien? On est d'accord que c'est une tâche qui est demandée en CP ou CE1 et qui normalement est réussie très largement en fin de premier cycle des apprentissages. Eh bien, ça commence d'abord par l'émission par l'enseignant d'une information dite verbale, qui va être reçue en tant que telle par l'enfant qui va entendre donc une information auditivo-verbale. Cette information, il va devoir, en fait, ce sont des mots, les fameux mots nombres et les mots, en fait, du registre mathématique, 25 plus 8, qui va devoir traduire en symboles, 25 plus 8, sous cette forme. À partir de là, l'enfant va devoir mobiliser, en fait, des compétences visio-spatiales. On est d'accord que poser une opération nécessite des compétences d'organisation spatiale dans la page, donc des capacités visio-spatiales. Et puis être capable d'utiliser l'écriture de façon à former les symboles. Et tout ça va lui permettre d'écrire, en principe, de manière correctement organisée, cette fameuse opération. Grâce au fait qu'il a posé les données, l'enfant va pouvoir vider le contenu en fait, de sa mémoire de travail, qui était là mise à forte contribution, maintenir de l'information vivante en tête le temps de travailler dessus, et va pouvoir maintenant aller chercher en mémoire ce qu'il a stocké, c'est-à-dire la procédure de réalisation de l'addition. C'est donc en fait une procédure qu'il a bien dû encoder et aller récupérer pour pouvoir résoudre ce travail. Et cette fameuse procédure, il va la mobiliser pas à pas pour dire 5 plus 8, ça fait 13, je pose 3, je retire 1, etc. Bien, tout ça évidemment doit se faire en fait sous le contrôle de l'attention, parce que si l'attention est labile, eh bien l'enfant risque de perdre une partie de l'information. Voilà ce que c'est que poser et résoudre une addition en fait en classe de CP ou de CE1. Cette cascade donc de traitement. Donc tout ça peut être traduit en vocabulaire plus cognitif, c'est-à-dire que l'enseignant va utiliser le langage expressif qui va être reçu sous forme de langage réceptif par l'enfant, qui va le traduire donc en information donc symbolique et numérique, des traitements visio-spatiaux et proprioceptifs, comme je l'ai dit. Où vais-je poser mon crayon pour mettre au-dessous, l'un au-dessous de l'autre, des unités et de même les dizaines.
Utiliser donc les praxis de l'écriture, les systèmes de mémoire pour aller chercher la procédure de résolution et les fameuses fonctions exécutives, fonctions frontales, fonctions clés pour planifier son action et pas se perdre finalement dans les opérations. Et vous aurez constaté que seulement à la dernière, probablement à la toute dernière étape, l'enfant va-t-il véritablement faire du calcul. On est d'accord que pourtant, ça semblait bien en fait une compétence qui faisait partie d'une leçon de calcul. Et cependant, en fait, ça n'est qu'à la toute dernière étape qu'on lui demande de véritablement manipuler des nombres. Tout ça, on l'a dit, sous contrôle de l'attention et de la mémoire de travail. Alors tout ça, ça n'est pas gratuit. Si en fait l'enseignant peut focaliser son attention sur cette cascade des traitements, il est aussi important qu'il sache que tout ça est fondé. C'est-à-dire que la spécificité des difficultés de l'enfant sont aussi liées à la spécificité de l'encodage neurologique, j'ai envie de dire, de chacune de ces tâches. Le langage oral est traité par l'aire de Broca dans les aires frontales, le langage sur sa version expressive, l'enfant qui reçoit va mobiliser le lobe temporal, les éléments numériques et visio-spatiaux vont être traités par le lobe pariétal et les fonctions exécutives sont portées par le lobe frontal dont le cortex va mûrir très longtemps jusqu'au jeune âge adulte. Donc il y a des rapports, si vous voulez, anatomico-fonctionnels de ces différentes tâches. De s'approprier ces compétences n'est pas neutre, puisqu'on est capable à ce moment-là d'avoir un vrai modèle qu'on peut utiliser au moment où on observe un enfant en difficulté. Bien. Donc pourquoi est-ce important pour l'enfant à l'école? Et j'ai rajouté entre parenthèses en difficulté, parce qu'on est bien d'accord que finalement enseigner, c'est enseigner à tous les enfants, et on comprendra pourquoi l'enfant en difficulté nous apporte un type d'information nouveau et intéressant. Donc pourquoi c'est important en fait les sciences cognitives et ce travail autour du traitement de l'information? C'est d'abord que l'enseignant est au cœur de son expertise d'aller chercher l'objectif pédagogique de la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment se poser la question, suis-je vraiment en train de faire du calcul à l'enfant ou autre chose? Ça permet aussi de saisir que la difficulté n'est pas forcément globale. Un enfant qui ne sait pas poser et résoudre une addition, peut-être en fait sa difficulté est mnésique ou elle est peut-être exécutive, mais n'a rien à voir avec une compétence numérique. Et donc de pouvoir déterminer à quelle étape de traitement l'enfant est en difficulté pour proposer ainsi des stratégies de contournement. Tout ça, c'est pour observer, mais aussi pour agir et constater si on améliore en fait le processus. Reprenons dans l'ordre les différents éléments. Objectif pédagogique. Comme je le disais, l'enseignant est en permanence en train de choisir les tâches qu'il va proposer à l'élève. Et donc, de pouvoir se faire ce travail analytique, de pouvoir déterminer ce qui est essentiel de ce qui est secondaire dans la réalisation de la tâche nous paraît fondamental. Ça lui permet de cibler ce qui est attendu et de véritablement choisir ce qui est essentiel. Ça permet aussi d'éviter ce qui peut perturber la tâche. Tout ce qui pourrait être secondaire, pas secondaire tout le temps, mais secondaire là pour cette tâche-là, pour la réalisation de cette tâche. Et ça permet aussi de juger si on évalue bien la réussite de l'enfant, pour la réussite de ce travail, ou finalement si quelque part on est en train d'évaluer son trouble. C'est de dire que finalement s'il a un trouble de la mémoire et qu'on lui demande d'aller récupérer une procédure en mémoire à long terme, on n'est plus en train de juger sa capacité de poser et résoudre une addition, mais de récupérer cette fameuse procédure. Bien, donc tout ça c'est pour action, et on a dit par exemple poser et résoudre une addition. L'enseignant pourra se dire si mon élève a du mal à l'étape langagière, il peut tout à fait, substituer ça par le fait que, alors il y a plusieurs solutions, soit répéter l'information, s'assurer que l'enfant a bien compris. J'ai déjà vu un enfant à qui je dis 21 et il comprend 20A, parce que 1 et A, c'est très proche. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il a vraiment compris? Ou proposer l'information écrite, si tant est qu'effectivement il n'a pas de difficulté dans ce domaine-là. Ensuite, si la difficulté est visio-spatiale, évidemment, on voit des enfants qui désorganisent l'addition. Ça peut être exécutif comme ça peut être éventuellement visio-spatial. Et bien à ce moment-là, on peut tout à fait lui proposer, certains d'entre vous le font déjà, des papiers lignés qui vont permettre d'organiser unité et unité, dizaines et dizaines, de manière appropriée. Si l'enfant est en difficulté d'écriture, on va pouvoir lui proposer, par exemple, des ardoises magnétiques et des vignettes sur lesquelles il va pouvoir organiser sans avoir besoin d'écrire. Sinon, il n'arrivera peut-être parfois, comme je le vois récemment, pas pouvoir même relire les symboles qu'il a tracés.
Quand la difficulté est autour de la procédure, un certain nombre d'astuces peuvent être proposées, type des aides-mémoires, la possibilité de l'enfant de suivre avec son doigt, éventuellement, de manière imagée, avec un certain nombre d'indices, les différentes étapes de la réalisation de son addition. Tout ça, en fait, évidemment, c'est pour manipuler des nombres, faire un peu de calcul, et parfois, certains enfants, là je parle de l'addition, c'est encore plus prégnant pour la multiplication et la division, et combien de fois on me dit, oui, mais si vous ne lui demandez pas de réaliser les calculs en lui donnant les tables de multiplication, par exemple, il ne va jamais les savoir. Erreur, puisque si en fait l'enfant ne cesse d'aller chercher une information fausse, ou en tout cas variable, 8 plus 5, ça fait 12, ça fait 10, ça fait 14, eh bien, effectivement, il va renforcer en fait une trace erronée. Alors qu'au contraire, s'il a toujours accès à la bonne trace, à ce moment-là, il va pouvoir renforcer sa compétence. Alors tout ça, évidemment, poser et résoudre une addition, c'est généralement au service de quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi. Et on peut avoir, par exemple, l'objectif de faire réaliser un problème. Et si finalement une ou plusieurs de ces tâches sont difficiles pour l'enfant, on peut tout bonnement en fait renoncer à ce système, comment dirais-je, purement conventionnel. Dans plein de cultures, on ne pose pas les additions et les divisions de la même manière. Et on peut lui proposer la calculatrice en disant qu'au fond, notre objectif pédagogique, c'était la résolution du problème, le choix de la bonne opération et donner la réponse. Voilà un peu comment, en fait, un enseignant, en s'appropriant ces concepts du traitement de l'information, peut à la fois analyser, en fait, la nature de la tâche proposée, analyser ce qui peut être difficile pour l'enfant, proposer des modes de contournement, des adaptations, et être vraiment dans son rôle de pédagogue, de choisir que suis-je en train de transmettre à l'enfant. Bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'inspecteur Ringard a dit que c'était un problème de santé publique, les troubles des apprentissages. Santé publique, ça veut dire qu'on est vraiment... Est-ce que c'est de la santé ou est-ce que c'est de l'éducation ? Eh bien, en fait, je crois qu'il faut accepter que c'est en fait à la convergence finalement de ces deux domaines et qu'il faut penser ces difficultés d'apprentissage dans leur complexité, à la fois d'ordre éducatif et d'ordre cognitif, j'ai envie de dire, ou neurologique même. Donc, les objectifs, donc, grâce aux sciences cognitives, maintenant, on est beaucoup plus équipés pour pouvoir travailler sur la spécificité des troubles, les mettre en exergue. Et on a vu du spécifique, vous avez bien vu sur le cerveau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le même cortex qui va s'occuper du langage oral, de la cognition spatiale ou des fonctions de planification exécutive. Donc la spécificité est aussi en fait démontrée par la spécialisation des cortex qui s'en occupent. Se mettre bien au clair sur le fait que l'échec à une tâche ne signifie pas que l'enfant sera incapable de la réussir dans toutes les conditions. Et l'enseignant est là aussi parfaitement équipé quand il est plus conscient de ces éléments-là, puisqu'à ce moment-là, il va être un vecteur essentiel de la transmission de l'information aux professionnels. Il n'est pas question que l'enseignant devienne, si vous voulez, un neuropsychologue, un orthophoniste ou un spécialiste en fait de la prise en charge des troubles ou même de leur diagnostic. Il doit pouvoir transmettre des informations utiles aux parents et aux praticiens, de façon à ce qu'on ait déjà un début d'hypothèse pour pouvoir détecter et donc poser un vrai diagnostic autour de ces troubles d'apprentissage. Tout ça, évidemment, pour mieux orienter l'enfant. Combien d'enfants vont passer X années chez un praticien pour découvrir au bout du compte que la difficulté n'était pas là, que c'était autre chose. J'ai l'exemple, par exemple, d'un enfant qui a passé 3 ans chez le psychomotricien pour un gros trouble de l'écriture, et on découvre au bout de 3 ans qu'il n'y a pas de progrès. En effet, il était très sévèrement dyslexique, et donc il n'avait pas accès au code écrit pour lui, en fait, écrire, c'était en fait tracer des hiéroglyphes sans signification. Ce n'était pas un problème d'écriture ou un problème praxique, c'était en fait un trouble de la lecture. Bien, et tout ça permet donc une meilleure orientation des enfants pour une meilleure prise en charge. La prise en charge donc, se fait à partir d'un diagnostic fin. Nous avons maintenant une grande richesse d'outils qui nous permettent de faire le tri entre ce qui est à la fois préservé. Pourquoi c'est clé ce qui est préservé? Parce que l'enseignant, il va s'appuyer sur ce qui marche bien chez l'enfant. On l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'enfant a une difficulté de lecture, si le format d'entrée c'est la lecture, il peut évidemment passer par le langage oral, de façon à ce qu'il contourne la difficulté. Et donc si le langage est parfaitement préservé, ce sera le bon canal. Et évidemment ce qui est fragile ou déficitaire. Proposer aussi des stratégies de rééducation, travailler avec quel professionnel, je viens de le dire, c'est fondamental pour ne pas faire perdre de temps à l'enfant et toute sa famille, ainsi que les enseignants. Pour faire quoi et avec quelle intensité? Là aussi, d'être capable de mesurer en fait avec quelle intensité on doit prendre en charge l'enfant et non pas de manière homéopathique quand c'est un trouble sévère.
Ça permet aussi donc de mettre en place des stratégies de contournement. On a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'aspect conscient ou inconscient de certains traitements. Tout ce qui, effectivement, est automatisé, donc non pas inconscient, mais non conscient, est généralement plus fiable. Et si en fait la lecture est automatisée, à ce moment-là, l'enfant, naturellement, aura meilleur accès à la compréhension, même si on a bien compris que là aussi, la compréhension partait d'un certain nombre de stratégies. Donc en fait, quand l'enfant a un trouble, eh bien, il se trouve systématiquement, si vous voulez, à faire plusieurs choses en même temps. Et c'est pareil pour nous. Hein. C'est-à-dire que si on fait plusieurs choses non automatisées simultanément, on est en situation de double tâche, ça va saturer en fait nos capacités attentionnelles. Enfin, donc, les stratégies d'adaptation de l'environnement scolaire qui font aussi partie des missions du système éducatif pour savoir quel type de classe, quel type d'environnement, quel type d'aménagement. Alors, à partir de tout ça, si vous voulez, à partir de mon expérience de clinicien et de pouvoir constater que quand on fait un dépistage fin, on a déjà une bonne feuille de route pour aider la famille, l'enfant et les éducateurs, on se rend compte cependant que dans la vraie vie, c'est assez difficile à intégrer. D'où l'idée de se dire, eh bien, tentons les choses et essayons d'intégrer sur un même lieu les différentes compétences qui vont permettre de faire converger les différents corps de métier autour de l'enfant en difficulté. La proposition de ces écoles que j'ai pu créer il y a 4 ans, c'est d'abord un principe en fait d'expertise, de spécificité, hein, j'essaie de dire pas école spécialisée, spécifique, dans lequel nous avons une bonne connaissance de ces troubles avec une bonne homogénéité des classes de petit effectif, 12 à 15 élèves, et pour un projet de 2 à 4 ans. On essaie de rester cohérent avec la loi de 2005 qui dit, et j'en suis convaincu, que ces enfants ont toute leur place en inclusion scolaire, si tant est qu'ils ont à la fois les outils en fait, pour contourner leurs difficultés et qu'ils ont pu être entraînés de manière plus significative sur ce qui marche moins bien. Deuxième principe, c'est l'intégration sur place de l'ensemble des prises en charge, à la fois scolaires, qui sont calquées sur les programmes de l'éducation nationale, mais avec des renforcements dans certaines disciplines et par l'intermédiaire de classes de renforcement et de tutorat, et les prises en charge paramédicales, ce qui va permettre de faire travailler tout le monde sur le même lieu et de faire communiquer, j'expliquerai un peu comment. Enfin, adaptation. Joe Ziegler en a parlé il y a un instant, hein, et donc on voit bien que si l'enfant est en difficulté, par exemple dans la lecture, il y a des moyens, si vous voulez, à minima, de pouvoir l'aider à lever une partie en fait, de la difficulté. Par exemple, en créant des supports pédagogiques adaptés, hein, cette question en fait, de surcharge visuelle à la lecture pour l'enfant n'est pas simplement psychologique. On me dit en fait, ah oui, devant une plage énorme, l'enfant est devant un mur infranchissable. Ce n'est pas vraiment la question en fait, de la longueur du texte, c'est véritablement l'organisation du texte. Vous avez remarqué aussi qu'il a proposé un texte qui n'est pas justifié à gauche et à droite, mais qui est justifié juste à gauche, de façon à ce que les saccades oculaires n'aient pas besoin en fait, d'être réorganisés de ligne en ligne. Et l'utilisation évidemment des technologies d'assistance. On est à un moment tout à fait intéressant dans lequel mobiliser un ordinateur ou des logiciels pour l'enfant est quelque chose qui est aisé pour le retour vocal pour un enfant en difficulté de lecture, pour la dictée vocale pour certains, le clavier pour les enfants en difficulté d'écriture, etc. Les logiciels de géométrie pour l'enfant qui est en difficulté praxique. Donc ça, si vous voulez, c'est en fait la proposition que nous avons faite et qui a pu en fait, apporter un certain nombre de bénéfices que j'essaierai en fait, rapidement de vous exposer. Je pense que tout le monde se pose la question, certes, tout ça, en fait, il y a un plateau technique, on a envie de dire, mais comment, en fait, les enseignants, justement, en fait, travaillent-ils dans ce type d'environnement ? Alors évidemment, la plupart de nos enseignants sortent en fait, d'une discipline ou d'une formation où ils ne sont pas spécialement formés sur les troubles 10. Mais donc, on va devoir les former à partir de séminaires formels dans lesquels on va leur transmettre un certain nombre d'informations. On sait qu'il en reste extrêmement peu. Hein. Quand on transmet une information technique à un certain nombre à un public non averti, il reste peu de choses pour la pratique. C'est pour ça que la fabrication des supports pédagogiques adaptés nous paraît un élément clé. Travailler avec des outils est aussi un médium de façon à ce que les enseignants s'emparent des concepts dont on parle. Certains de nos enseignants ont testé en se disant, avec support pédagogique adapté, donc correctement préparé, avec une visibilité aérée, accessible, etc., est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'avec le livre ou le cahier ordinaire ? Et ils ont pu justifier, en fait, de l'usage d'un outil plutôt que d'un autre.
avec un travail évidemment spécifique sur les situations particulières. On ne travaille pas de la même manière avec un enfant qui a une dyslexie moyenne, avec un enfant non lecteur à 10 ans, et qui n'a absolument pas accès au format écrit de la lecture. Donc à ce moment-là, on va pouvoir se poser et discuter et proposer un certain nombre d'outillages ou de modes de contournement. Ce travail se fait aussi en collaboration entre les paramédicaux et donc les enseignants. Ça ne se décrète pas. Une collaboration ne se fait pas, si vous voulez, simplement en disant « travailler ensemble ». Il faut proposer des outils. Par exemple, on a proposé un outil très simple. Au lieu de faire un répertoire de vocabulaire papier, on propose que chaque enseignant, y compris en maths ou en histoire géo, etc., un perpendiculaire orthogonal, sont des mots difficiles à lire. À ce moment-là, en fait, on va demander à chaque enseignant de récupérer les mots compliqués, 4 à 5 par jour, si vous voulez, ou par semaine, les consolider. L'ergothérapeute va aider l'enfant à apprendre à les taper et ça nous crée donc un répertoire de flashcards que l'orthophoniste va pouvoir passer de manière automatisée pour enrichir la voie d'adressage en lecture. Ce travail collaboratif se fait aussi par des groupes de mobilisation et d'innovation qui va faire qu'au fond, on ne peut pas être que prescriptif. C'est impossible. C'est-à-dire que dans un contexte de notre pays où les enseignants sont bien formés, si vous voulez, il faut pouvoir leur laisser cet espace en fait, dans lequel ils vont eux aussi, entre eux, trouver les bonnes solutions et tester, expérimenter de manière utile. Bien, donc quelques chiffres maintenant pour essayer d'étayer un certain nombre d'éléments sur cette expérimentation. Nous avons scolarisé 214 enfants depuis 2010, l'école a 4 ans, nous rentrons dans notre 5e année. 56 enfants ont été réintégrés dans le système ordinaire donc depuis le début, dont 34 pour cette dernière rentrée simplement. C'est normal puisque notre projet était de 2 à 4 ans. Nous sommes en fait très heureux pour les enfants, leurs familles et leurs enseignants que nos élèves de 3e, c'était notre première classe de 3e, donc 11 élèves sur les 12 de 3e ont réussi leur brevet, dont 6 avec mention. Donc ça, c'est pour le bout en fait du processus. Qu'en est-il, si vous voulez, pour l'ensemble en fait, de nos élèves? Donc nous avons, en fait, pour étudier la validité de notre modèle, nous avons fait passer, et la validité externe, je n'ai pas envie de dire simplement ce que nous, on peut constater en interne, la validité externe de notre approche. Nous avons fait passer aux élèves de CM2, 6e et 5e les évaluations de fin de CM2 de l'éducation nationale, qui nous donnent aussi un certain nombre de statistiques plus générales. Alors on l'a fait passer pour toutes ces classes, tout simplement parce qu'on veut savoir à quel moment en fait, les acquis en fait, du socle commun de fin de primaire sont là. Donc nous avons pu en fait, alors ces évaluations ont été donc passées par des élèves de différents niveaux et nous avons comparé en fait nos élèves qui viennent d'arriver, la courbe noire, avec les élèves en fait qui sont là depuis 1 an. Et nous avons pu démontrer que ce qui était significatif, c'était le temps passé en fait, dans le dispositif, pas simplement leur niveau de classe, tout niveau confondu, c'est le temps passé dans le dispositif qui leur a permis en fait, de passer dans la catégorie des bons acquis ou très bons acquis. C'est ce que montre l'accolade. On reste quand même nettement au-dessous de ce que propose l'éducation nationale à 1 an, puisque dans la population, 75% des enfants à la fin du primaire arrivent à bons et très bons acquis en français. Cependant, si on prolonge notre effort, à ce moment-là, effectivement, on s'en rapproche, puisqu'à ce moment-là, il y a une significativité, tous les niveaux confondus, en fait, des progrès des enfants. Donc l'intensité, la systématicité en fait, de la prise en charge, conjointe et coordonnée, semble avoir véritablement en fait, un impact, puisqu'on passe en fait, de 35% des élèves en bons et très bons acquis quand ils arrivent chez nous, et 62% après donc, 1 an ou plus chez nous. En mathématiques, c'est un peu plus nuancé. Au bout d'1 an, c'est insuffisant. Les élèves, en fait, ne progressent pas particulièrement après 1 an de prise en charge. En revanche, si vous voulez, après plus d'1 an, on voit un effet très significatif en fait, des progrès en mathématiques dû, à l'intensité des prises en charge. On passe à 61% de bons et très bons acquis dans cette cohorte. Et on se posait la question de savoir pourquoi est-ce si lent. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on doit plus travailler les effets de langage en fait en mathématiques, ce qu'on fait systématiquement en français, mais moins en fait en maths. Très rapidement, on voit en fait des bénéfices significatifs aussi bien à 1 an pour les enfants dyslexiques que pour les enfants dyspraxiques. Pour les autres cohortes, nous avons peu d'élèves et donc la puissance statistique est un peu faible. Un point important pour les aménagements, par exemple, de proposer un scripteur à l'élève, un lecteur-scripteur au moment de la passation,
a un effet significatif pour les troubles du langage écrit et pour la dyslexie en particulier, puisqu'à ce moment-là, les enfants font des progrès tout à fait intéressants sur sur leurs résultats, toutes disciplines confondues. En définitive, ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que les sciences cognitives sont un apport majeur dans le monde de l'éducation. Cela permet effectivement de comprendre mieux les enjeux pédagogiques des tâches. Cela permet en fait de penser en fait des solutions concrètes pour l'enfant. Et c'est bien en fait au cœur de la mission en fait de l'enseignant de penser les enjeux pédagogiques et de trouver des solutions éducatives. Les troubles des apprentissages jouent le rôle d'un verre grossissant. C'est une loupe sur les mécanismes d'apprentissage. Et donc, en grossissant ces éléments-là, on les comprend mieux et ça nous permet de mieux comprendre les apprentissages pour les enfants en général. Et ce qu'on va en fait réussir avec les enfants qui ont des troubles 10 auront aussi, ça aura un impact sur tous les enfants en général. Donc, il me paraît clé, si vous voulez, que les maîtres puissent bénéficier d'une formation en sciences cognitives active, dense, si vous voulez, et pas simplement un transfert d'informations. On l'a dit tout à l'heure, focaliser l'attention de l'enfant sur ce qui est clé, mais focaliser le cerveau de l'enseignant sur ce qui est clé dans les mécanismes d'apprentissage. Autrement, le maître lui-même est en double tâche, ne peut pas à la fois enseigner et observer les difficultés. Et c'est ce qu'un ami, Jean-Claude Picard, normalien et agrégé de physique, a pu appeler de manière intelligente les sciences cognitives appliquées. Il ne s'agit pas en fait d'une version édulcorée en fait, des sciences cognitives. Ce n'est pas plus édulcoré que les maths appliquées aux maths pures. C'est de pouvoir vraiment utiliser les sciences cognitives dans le monde de l'éducation par rapport à leurs besoins. Et enfin, par une fertilisation croisée entre la salle de classe et les laboratoires. Et j'entends souvent dire, oui, il y a un certain nombre en fait, de résultats des laboratoires qui doivent être utilisés en classe, mais je pense que les questions les plus intéressantes des sciences cognitives, en particulier dans le développement de l'enfant, viendront demain de la salle de classe. Et c'est cette collaboration qui sera pertinente.